J'ai failli m'étouffer quand ma sœur a dit un jour à ma nièce, « Cette maison sera la tienne. » Et ma mère s'est tournée vers moi avec un sourire, comme si tout était déjà réglé. Alors je lui ai répondu, « Depuis quand avez-vous votre mot à dire sur ma maison ?» Quand j'avais 26 ans, j'ai trouvé une annonce pour une cabane au bord d'un lac dans le Jura, à environ 40 minutes de la ville, et j'utilise le mot cabane pour être gentil. Le toit était recouvert d'une bâche. La terrasse s'était effondrée d'un côté. L'ancien propriétaire était décédé et ses enfants n'en voulaient pas. Il l'avait donc mise en vente pour 75 000 euros, juste pour s'en débarrasser. Ça faisait 3 ans que j'avais monté ma propre entreprise d'électricité générale. J'avais mis beaucoup d'argent de côté. Et j'ai tout de suite vu le potentiel de cet endroit. Je l'ai acheté content, sans l'aide de personne. Et puis, j'ai passé les 4 années suivantes, tous mes week-ends, mes jours fériés et mes vacances, à la transformer en quelque chose de vrai. Une nouvelle toiture, une nouvelle terrasse, j'ai refait toute l'installation électrique moi-même, j'ai refait la plomberie avec l'aide de mon oncle Pascal, j'ai poncé et vitrifié les parquets en bois massif à la main, j'ai construit un brasero en pierre au bord de l'eau. Quand j'ai eu terminé, la maison a été estimée à 320 000 euros. Je m'appelle Julien. J'ai 33 ans. Je suis artisan électricien et je dirige une petite boîte qui me donne assez de travail pour me sentir utile et assez de fatigue pour bien dormir la nuit. J'ai une petite amie qui s'appelle Margot, qui partage ma vie depuis 2 ans et qui est, sans exagération, la personne la plus terre-axe en grave-terre que j'ai jamais rencontrée. Et j'ai une famille qui a passé la majeure partie de ma vie d'adulte à traiter ma maison du lac comme si elle appartenait à tout le monde. Laissez-moi vous expliquer. Mon père est parti quand j'avais 12 ans, il a juste disparu un matin. Ma mère, Sylvie, nous a élevés, ma grande sœur Camille et moi. Toutes seules. Et elle ne nous a jamais laissé l'oublier un seul instant. Ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas une méchante de dessin animé qui hurle et jette des trucs à travers la pièce. Elle est pire que ça d'une certaine manière, parce qu'elle est subtile. Tout est toujours enveloppé de culpabilité et présenté sous l'angle de la loyauté familiale. Si elle veut quelque chose, elle ne l'exige pas. Elle sous-entend que refuser ferait de vous un ingrat après tous les sacrifices qu'elle a faits. Ma sœur Camille a 4 ans de plus que moi et a été l'enfant chéri depuis sa naissance. Elle a épousé un gars qui s'appelle Thibaut, qui est courtier en assurance et qui a la personnalité d'une poignée de main moite. Ils ont 2 enfants. La plus grande, Chloé, a 14 ans. C'est honnêtement une gamine super qui n'a rien à voir avec tout ça. Je veux que ce soit très clair. Or, voici le problème avec la maison du lac. Dès l'instant où j'ai terminé les rénovations, ma famille a décrété que c'était un bien commun. Ma mère a commencé à dire aux gens qu'elle m'avait aidé à l'acheter, ce qui est faux. Camille a commencé à réserver des week-ends là-bas sans me demander. Emmenant Thibaut et les enfants pour des ponts et laissant l'endroit dans un état lamentable. Ma mère donnait le code du portail à des cousins ou à des amis de sa paroisse. Il m'arrivait de débarquer un vendredi et de trouver la vaisselle de quelqu'un d'autre dans l'évier. J'ai mis un terme à la plupart de ces abus il y a environ 2 ans. J'ai changé les serrures, j'ai posé des limites, j'ai dit clairement à ma mère que la maison était à moi et que les visites devaient être planifiées avec mon accord. Elle a pleuré. Camille m'a traité d'égoïste. Thibaut m'a envoyé un long SMS pour m'expliquer que les propriétés familiales devaient être gérées avec générosité. J'ai tout ignoré. Et je suis passée à autre chose. Ou du moins, c'est ce que je croyais. À Noël dernier,
nous nous sommes tous réunis chez ma mère. Moi, Margot, Camille, Thibaut, les enfants, l'oncle Pascal et quelques cousins. Ma mère prépare un grand repas tous les ans, et c'est le genre d'événement où dire non crée plus de drame que d'y aller simplement. Alors on y est allé, le repas s'est bien passé. La dinde au marron était trop sèche, ce qui est devenu une tradition à ce stade. L'oncle Pascal a raconté la même histoire sur la fois où il a accidentellement soudé un tuyau d'eau sur une conduite de gaz en 1987. Les enfants étaient sur leur tablette, des trucs normaux. Puis, juste au moment où le dessert allait être servi, Camille s'est levée. Elle avait cette expression sur le visage, vous savez, ce regard qu'ont les gens quand ils ont répété un discours devant le miroir de leur salle de bain. Elle a passé son bras autour d'eux. Chloé qui était assise à côté d'elle et a dit « Je voudrais juste faire une petite annonce ». Elle m'a regardé droit dans les yeux. Nous avons discuté en famille, et nous avons décidé que le moment venu, la maison du lac restera dans la famille. Chloé aura un endroit magnifique où grandir, y passer ses vacances. Et un jour, elle pourra l'appeler sa maison. Elle a souri à Chloé comme si elle lui remettait un diplôme. J'ai regardé ma mère. Elle hochait la tête, nullement surprise. Elle ne réagissait pas du tout comme si c'était une nouvelle. Elle a ajouté, c'est seulement juste. Cette maison doit rester dans la famille. Julien, tu as fait un travail formidable avec, et de cette façon. Elle continuera de vivre. Tout le monde à table s'est tourné vers moi. Camille rayonnait. Thibaut affichait un petit sourire suffisant. Même quelques cousins hochaient la tête comme si c'était un moment réconfortant. Et moi, je suis resté assis là, parce que voici ce que personne à cette table ne savait. 2 mois avant ce dîner, en octobre, mon oncle Pascal m'avait appelé pour me poser une question très étrange. Il m'a demandé si j'avais récemment ajouté ma mère sur mon contrat d'assurance habitation. Je lui ai répondu, non. Évidemment que non. Pourquoi je ferais ça? Il m'a dit qu'un de ses copains, qui travaille dans la même compagnie d'assurance, avait mentionné avoir vu le nom de Sylvie apparaître sur mon dossier. Pascal ne connaissait pas les détails. Il trouvait juste ça bizarre et s'est dit qu'il valait mieux me demander. J'ai passé un coup de fil le lendemain matin et ce que j'ai découvert a tout changé. Mais je vais trop vite. Revenons à la table de Noël, tout le monde me fixait. Encore, attendant le sourire de gratitude, le hochement de tête ému, le discours. Bien sûr, tout pour la famille, qu'ils avaient déjà écrit dans leur tête. J'ai posé ma fourchette, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une application. Et en moins de 5 minutes, tous les plans qu'il avait discrètement échafaudés dans mon dos ont commencé à s'effondrer. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que j'ai découvert en octobre, parce que c'est là que la véritable trahison a commencé. Laissez-moi vous ramener en octobre. Après l'appel de l'oncle Pascal, j'ai contacté mon assurance à la première heure le lundi matin. Je leur ai dit que je voulais revoir mon contrat d'assurance multirisque habitation pour la maison du lac, et plus particulièrement toute modification récente du dossier. La conseillère au téléphone a ouvert mon dossier, m'a demandé de vérifier quelques informations, puis m'a dit, il semble que votre conjointe ait été ajoutée comme assurée désignée en août dernier. J'ai répondu, je n'ai pas de conjointe. Silence au bout du fil pendant environ 3 secondes. Puis elle m'a lu le nom, Sylvie Dubois, ma mère. Elle avait appelé l'assurance, s'était fait passer pour ma femme, avait fourni suffisamment d'informations personnelles pour passer leurs questions de sécurité, et s'était fait ajouter sur mon contrat. La conseillère m'a dit qu'ils allaient enquêter et que je ferais bien
de parler à leur service des fraudes. J'ai dit que je le ferais. Puis j'ai raccroché et je suis resté assis dans ma camionnette sur le parking d'un chantier pendant environ 20 minutes, à fixer mon volant. Je veux être honnête. Avec vous, ma première réaction n'a pas été la colère. C'était de l'incompréhension, pas parce que je ne pouvais pas croire qu'elle ferait ça. Au fond, je crois que j'ai toujours su que ma mère était capable d'un truc pareil. L'incompréhension portait sur le pourquoi. Quel était le but? S'ajouter sur le contrat d'assurance de quelqu'un ne vous donne pas la propriété. Ça ne transfère pas le titre de propriété. Alors, qu'est-ce qu'elle essayait de faire au juste? Je ne l'ai pas confrontée. C'est très important. Tout en moi voulait décrocher le téléphone et lui crier « À quoi tu joues, bon sang ?» Mais je ne l'ai pas fait. J'ai appris au fil des années que lorsqu'on confronte des gens comme ma mère trop tôt, ils se contentent d'ajuster leurs mensonges. Ils brouillent les pistes. Ils pleurent et recadrent toute l'histoire jusqu'à ce que, soudainement, ce soit vous qui vous excusiez. À la place, j'ai commencé à tirer sur les fils. Le premier fil est apparu environ une semaine plus tard. Je fouillais dans de la paperasse dans mon bureau, des devis, des factures, des documents d'assurance. Et j'ai trouvé quelque chose dans ma boîte aux lettres à la Maison du Lac que j'avais failli jeter. C'était une lettre d'un cabinet juridique adressée à la famille Dubois. À l'intérieur se trouvait une copie d'un document intitulé Protocole d'accord verbal. C'est là que ça devient intéressant. Le document affirmait qu'en 2019, Sylvie Dubois m'avait prêté 35 000 € pour l'achat de la propriété du lac et qu'en échange, j'avais verbalement accepté de lui accorder des droits d'indivision sur la maison. C'était daté, il y avait un tampon de certification, et ça avait l'air juste assez officiel pour tromper quelqu'un qui n'y connaîtrait rien. Il y avait un problème. Enfin, plusieurs problèmes, mais voici le plus gros. Ma mère m'a effectivement prêté 35 000 € en 2019, mais ça n'avait absolument rien à voir avec la Maison du Lac. À l'époque, j'étais déjà propriétaire de la maison depuis 3 ans. Ce prêt était pour acheter une nouvelle camionnette de chantier quand la transmission de mon ancienne a lâché, et je lui ai remboursé chaque centime sur 18 mois. J'avais les talons de chèque et les relevés bancaires pour le prouver. Quelqu'un avait pris une vraie transaction, en avait modifié le motif, et l'avait transformé en une réclamation juridique montée de toutes pièces contre ma propriété. J'ai appelé une avocate en droit immobilier le lendemain, pas une amie de la famille, pas quelqu'un lié de près ou de loin à des gens que je connaissais, une femme nommée Maître Sophie Leroy, dont le cabinet se trouvait à Deville de la Équille, m'avait été recommandée par un copain artisan. Je me suis assis dans son bureau. Je lui ai montré le document, je lui ai raconté la vraie histoire et j'ai vu son expression passer de l'intérêt professionnel à quelque chose qui ressemblait à de la stupéfaction silencieuse. Elle m'a dit, ce n'est pas un document juridiquement contraignant en soi. Mais si votre mère devait déposer cela devant un tribunal ou le présenter lors d'un litige, cela pourrait bloquer votre titre de propriété et vous obliger à dépenser du temps et de l'argent pour vous en débarrasser. C'était probablement le but. Je lui ai demandé, qui a bien pu rédiger un truc pareil? Elle a répondu que ça ressemblait au travail d'une assistante juridique ou d'un clerc, pas d'un avocat titulaire. Quelqu'un qui en savait assez pour que ça paraisse vrai, mais pas assez pour que ça tienne réellement la route devant un juge. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Margot. Nous étions assis sur le canapé de mon appartement et j'ai tout déballé. L'assurance, le faux document, le prêt, tout. Margot m'a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Quand j'ai fini, elle a dit, ta mère ne fait pas ça toute seule. Elle ne sait pas
Comment fonctionnent les assurances? Elle ne connaît aucune assistante juridique. Elle avait raison, et j'avais une petite idée de qui l'aidait. Thibaut, mon beau-frère, le courtier en assurance. C'était d'une logique implacable. Thibaut saurait comment naviguer dans le serveur vocal d'une compagnie d'assurance. Il saurait quelles informations fournir, à quelles questions s'attendre, comment ajouter quelqu'un sur un contrat. Et la cousine de Thibaut, je l'avais rencontrée une fois à un barbecue, travaillait comme assistante juridique dans un petit cabinet en centre-ville. J'avais maintenant le tableau complet. Ma mère, ma sœur et mon beau-frère avaient travaillé ensemble pour créer une trace écrite qui donnerait à ma mère un droit de regard juridique sur ma maison. Le contrat d'assurance, le faux accord, et probablement d'autres choses que je n'avais pas encore trouvées, tout ça menait au moment où il pourrait se tourner vers moi et dire « Cette maison appartient à la famille et nous avons les documents pour le prouver. Maintenant, laissez-moi vous ramener au dîner de Noël. » Je suis assis à table. Camille vient d'annoncer que Chloé hériterait de ma maison. Ma mère a confirmé d'un hochement de tête. Tout le monde me regarde, et je suis au courant de toute cette machination. Depuis 2 mois. Ce que j'ai fait ensuite a été très simple. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de mes caméras de sécurité et j'ai modifié tous les codes d'accès à la maison du lac. La porte d'entrée, la porte de service, le portail du garage, l'accès au ponton, tout. De nouveaux codes. Générés aléatoirement et sauvegardés uniquement sur mon téléphone. Ça m'a pris environ 4 minutes. Puis j'ai levé les yeux et j'ai dit, personne n'héritera de ma maison. Le silence s'est abattu sur la table. Pas le genre de silence où les gens réfléchissent. Le genre de silence où les gens arrêtent de respirer. Le sourire de Camille est resté figé sur son visage environ 2 secondes de trop. Puis il est tombé. Elle a dit, Julien, on en a parlé. J'ai répondu, non, tu en as parlé avec maman et Thibaut, sans moi. Et la réponse est non. Ma mère s'est penchée en avant. Elle a pris cette voix, vous savez laquelle, cette voix tremblante et blessée qu'elle utilise quand elle veut que tout le monde dans la pièce la voit comme une victime. Elle a dit. Julien, après tout ce que j'ai fait pour toi, après l'argent que je t'ai donné. Pour cette maison, tu vas t'asseoir ici et manquer de respect à cette famille? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, quel argent m'as-tu donné? Pour la maison, maman. Elle a cligné des yeux, juste une fois, mais je l'ai vue. Cette petite lueur de quelqu'un qui réalise qu'il vient peut-être de faire une erreur. Elle a dit, les 35 000 euros, Julien. Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai répondu, les 35 000 euros que tu m'as prêtés en 2019 pour ma camionnette de chantier. Les 35 000 que je t'ai remboursés en totalité en 2021. Ces 35 000 là? Personne n'a rien dit. Thibaut s'est agité sur sa chaise. Camille a regardé ma mère. Ma mère a baissé les yeux sur la nappe. Je me suis levée, j'ai posé ma main sur l'épaule de Margot et j'ai dit, Joyeux Noël. Tout le monde. Nous sommes partis. Dans la voiture, Margot n'a pas dit un mot. Pendant environ 5 minutes. Puis elle m'a regardée et a dit, tu gardais ça pour toi depuis 2 mois. J'ai répondu, j'avais besoin d'avoir tout le tableau en main d'abord. Elle a hoché la tête. Puis elle a demandé, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Je lui ai dit, maintenant, il panique. Et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. Je n'avais pas tort sur ce point. Les appels ont commencé la nuit même où nous avons quitté le repas de Noël. D'abord, ce fut Camille. 3 appels de suite. Tous rejetés. Puis un SMS qui disait,
Tu m'as humilié devant toute la famille. Il faut qu'on parle. Puis un autre texto 20 minutes plus tard, maman pleure. Tu es content? Ensuite, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Son message durait environ 90 secondes et consistait principalement à dire qu'elle n'arrivait pas à croire que je lui jette sa générosité au visage et qu'elle espérait que j'étais fière de moi. Du grand Sylvie. Pas un seul mot sur le faux document ou la police d'assurance. Juste la comédie. Thibaut n'a pas appelé. Thibaut n'appelle jamais directement. Thibaut opère à travers Camille. Comme un ventriloque. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Pas ce soir-là, pas le lendemain, pas de toute la semaine. J'ai fait le mort. Margot et moi sommes allés à la maison du lac le lendemain de Noël. On s'est assis sur la terrasse. Avec un café et on a regardé la glace se former le long du rivage. Ce furent les fêtes les plus calmes que j'avais eues depuis des années. Mais en coulisses, je m'activais. La première chose que j'ai faite après Noël a été de revoir Maître Sophie Leroy, mon avocate. J'ai tout apporté. Le faux protocole d'accord, les documents imprimés de l'assurance montrant quand ma mère avait été ajoutée au contrat, mes relevés bancaires prouvant le remboursement du prêt, les SMS d'origine entre ma mère et moi de 2019 où elle disait explicitement « c'est pour la camionnette. Rembourse-moi quand tu pourras. » Je n'avais jamais supprimé ces messages. Dieu merci. Sophie a tout regardé et a dit « Voici ce que je recommande. » Premièrement, nous faisons une recherche complète au bureau des hypothèques pour confirmer qu'il n'y a pas de saisie ou de dépôt dont vous ne seriez pas au courant sur votre propriété. Deuxièmement, nous rédigeons une déclaration sous serment de votre part documentant la véritable nature du prêt et du remboursement. Troisièmement, nous contactons le service des fraudes de la compagnie d'assurance et déposons une plainte officielle. J'ai demandé, et pour le faux document? Elle a répondu, si votre mère ou quiconque agissant en son nom tente de déposer cela devant un tribunal ou chez un notaire, cela devient de l'escroquerie au jugement et de l'usage de faux. Pour le moment, ça dort dans un tiroir. Ce n'est enregistré nulle part, mais à la seconde où ça refait surface dans une procédure légale, on s'en sert contre eux. Nous avons lancé tout ça la semaine même. La recherche sur le titre de propriété est revenue vierge. Personne n'avait encore rien déposé contre ma maison. C'était un soulagement, mais Sophie m'a dit que cela signifiait aussi qu'ils attendaient. Probablement, construisant leur dossier pièce par pièce, prévoyant de tout présenter d'un coup quand ils penseraient que le moment serait venu. L'annonce du dîner de Noël était censée être l'étape numéro 1. Obtenir mon accord. Publiquement devant des témoins. Me coincer émotionnellement, puis sortir là. Paperasse plus tard si j'essayais de faire marche arrière. Ça aurait marché sur beaucoup de gens. Ça a presque marché sur moi il y a 2 ans avant que je ne change les serrures. À l'époque, j'aurais peut-être hoché la tête juste pour avoir la paix, mais je ne suis plus cette version de moi-même. En janvier, j'ai fait quelque chose qui semblait anodin mais qui s'est avéré être le coup le plus important que j'ai joué. J'ai appelé ma mère, pas pour la confronter, pas pour me disputer. J'ai appelé pour avoir une conversation normale. Je lui ai demandé comment elle allait après les fêtes. Je lui ai posé des questions sur son genou, qui la faisait souffrir. J'ai gardé un ton léger, chaleureux et familier. Et environ 15 minutes après le début de l'appel, j'ai abordé avec désinvolture l'histoire de l'ancien prêt pour la camionnette. J'ai dit, au fait maman. J'étais en train de faire ma comptabilité pour mes impôts, et je voulais juste
Confirmer que les 35 000 que tu m'as prêtés en 2019 pour la camionnette, j'ai bien payé la dernière mensualité en mars 2021, on est d'accord? Et sans hésiter une seconde, elle a répondu, oui, ça me paraît juste. Mars ou avril. J'ai ajouté, et c'était juste pour l'utilitaire, hein? Je veux m'assurer de ne pas m'emmêler les pinceaux dans mes papiers. Elle a répondu, bien sûr. Que c'était pour la camionnette, Julien. Pourquoi d'autre est-ce que ça aurait été? J'ai enregistré tout l'appel. Face à une fraude, c'était ma meilleure carte à jouer. Elle venait de confirmer avec ses propres mots que le prêt était pour le véhicule et avait été remboursé. Le faux protocole d'accord affirmant que le prêt était pour la maison était maintenant contredit par la personne qui était censée l'avoir rédigé. J'ai sauvegardé l'enregistrement à 3 endroits différents. Mon téléphone, mon ordinateur portable et une clé USB que j'ai donnée à l'oncle Pascal pour qu'il la garde en lieu sûr. Pascal n'a pas posé de questions. Il l'a juste mise dans le coffre-fort où il range ses fusils de chasse et a dit, fais-moi signe quand tu en auras besoin. C'est en février que les choses sont devenues bizarres. Camille et Thibaut ont commencé à se pointer à la maison du lac, pas pour me rendre visite. Je le sais parce que j'ai des caméras. Ils sont arrivés un samedi après-midi avec un homme que je ne connaissais pas. Un grand type en pantalon de toile avec un porte-bloc. Il a fait le tour de l'extérieur de la maison, a pris des mesures et a regardé par les fenêtres pendant que Camille restait près de la voiture en souriant. J'ai appelé Camille le soir même. Salut Camille, j'ai vu que tu étais passée à la maison aujourd'hui. Elle a fait une pause, puis a dit, oh, oui. On passait dans le coin et on voulait montrer la propriété à un ami. Le type avec le porte-bloc. Une autre pause, plus longue. C'est un entrepreneur. On réfléchissait à ce dont la maison pourrait avoir besoin plus tard pour Chloé. J'ai laissé ça flotter dans l'air une seconde. Puis j'ai dit, Camille, on en a parlé. La maison ne va pas à Chloé. C'est ma maison. Elle a ri. Pas un vrai rire. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils veulent vous faire sentir que vous êtes ridicule. Julien, maman a les papiers. Je crois que tu le sais. On n'a pas besoin de rendre ça conflictuel. Et voilà. Elle venait de confirmer qu'elle connaissait l'existence du faux document et elle venait de me dire qu'ils avaient l'intention de l'utiliser. J'ai dit, d'accord, si c'est la direction que vous voulez prendre, je respecte ça, mais je te suggère de parler à un vrai avocat avant de faire quoi que ce soit avec ces papiers. Elle m'a raccroché au nez. En mars, Maître Leroy a envoyé une mise en demeure officielle, pas à Camille, mais à ma mère. La lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception, stipulait que toute réclamation sur ma propriété basée sur le prétendu protocole d'accord verbal était sans aucun fondement juridique. Elle notait que le prêt référencé dans le document avait été intégralement remboursé et concernait l'achat d'un véhicule, et non la propriété. Elle précisait que toute tentative d'enregistrer ce document auprès d'un tribunal ou d'un notaire serait traitée comme une tentative d'escroquerie au jugement et un usage de faux. Et elle mentionnait, presque en passant, que l'ajout non autorisé de Sylvie Dubois sur mon contrat d'assurance habitation avait été signalé au service de lutte contre la fraude de la compagnie d'assurance et faisait l'objet d'une enquête active. Ma mère a signé l'accusé de réception un mardi. Le mercredi matin, j'avais 14 appels en absence. Ma mère. Camille, Thibaut. Ma mère encore, un numéro inconnu qui s'est avéré être la cousine de Thibaut, l'assistante juridique, m'appelant pour me demander si je voulais vraiment impliquer des avocats dans une affaire de famille.
Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le jeudi, Thibaut a appelé de son propre téléphone. Pour la première fois depuis des années. Sa voix était différente. Contrôlée. Professionnelle. Il a dit, « Julien, je crois qu'il y a eu un malentendu. Ta mère t'aime. Camille t'aime. Personne n'essaie de te prendre quoi que ce soit. Nous voulons juste nous asseoir en famille et régler ça. » J'ai répondu, « Je serais ravi qu'on s'assoie. Dans le bureau de mon avocate, la semaine prochaine. » Il a dit qu'il en parlerait à Camille et qu'il me tiendrait au courant. Ce vendredi soir-là, Margot et moi préparions le dîner à la maison du lac. Mon téléphone a vibré avec un texto de Camille. Il disait, « Très bien, on va rencontrer ton avocate, mais ça va détruire maman. J'espère que tu en es conscient. » Je l'ai montré à Margot. Elle l'a lu, m'a rendu le téléphone et a dit, « Elle ne s'inquiète pas pour ta mère. Elle s'inquiète pour elle-même. » Pendant ce temps, il se passait quelque chose à la compagnie d'assurance. Qu'aucun d'eux ne savait encore. L'enquête pour fraude avait été ouverte et un inspecteur avait déjà épluché les enregistrements téléphoniques du mois d'août. Lorsque ma mère avait appelé pour s'ajouter sur mon contrat. Ils avaient l'enregistrement de l'appel. Ils pouvaient l'entendre se présenter comme mon épouse. Ils pouvaient l'entendre fournir mon numéro de sécurité sociale, qu'elle connaissait apparemment par cœur depuis l'époque où elle remplissait mes déclarations d'impôts quand j'étais adolescent. L'inspecteur m'a contacté pour prendre ma déposition. Je l'ai faite. Il m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit, pas encore. J'ai expliqué que je voulais d'abord voir comment se passerait la réunion de famille. Il a compris. Il a dit, nous gardons le dossier ouvert. Et juste comme ça, chaque pièce était en place. L'appel téléphonique enregistré, les chèques encaissés, les SMS, la recherche au bureau des hypothèques, la mise en demeure, l'enquête pour fraude à l'assurance. Mon avocate. Tout ce qu'ils avaient, c'était un faux document, un sentiment de toute puissance, et une réunion dont ils pensaient pouvoir se sortir en baratinant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La réunion était fixée au mercredi suivant dans le cabinet de Maître Leroy. 10 heures du matin, salle de réunion au premier étage d'un petit immeuble en briques en centre-ville. Sophie m'avait dit d'arriver à 9h30 pour tout revoir une dernière fois. J'y étais à 9h15. Elle avait tout organisé dans un classeur, des intercalaires pour chaque élément de preuve, le faux protocole, mes talons de chèque, les relevés bancaires, les SMS de 2019, la retranscription de l'appel enregistré, la mise en demeure, le rapport de fraude de l'assurance. Elle avait même imprimé des captures d'écran de mes caméras de vidéosurveillance montrant Camille et Thibaut amenant l'entrepreneur sur ma propriété sans autorisation. Elle m'a regardé et a dit, s'ils entrent ici avec un avocat à peu près compétent, cet avocat va leur dire de se coucher. S'ils entrent ici sans avocat, ils vont essayer de jouer sur l'émotion. Ne les laissez pas faire. J'ai hoché la tête. À 10h05, ils sont entrés. Tous les trois. Ma mère, Camille et Thibaut. Pas d'avocat. Ma mère était habillée comme pour aller à la messe. Un beau chemisier. Bien coiffé, maquillage complet. On aurait dit qu'elle avait répété son expression de mère inquiète mais digne dans la voiture. Camille portait une tenue de bureau décontractée qui, je suppose, lui donnait l'impression d'être à sa place dans un cabinet d'avocat. Thibaut portait un costume qui tombait mal au niveau des épaules. Ils se sont assis de l'autre côté de la table de réunion, face à Sophie et moi. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis ma mère m'a regardé avec ses yeux, les yeux doux, ceux qu'elle utilisait quand elle
Voulait qu'on se souvienne qu'elle m'avait élevée seule. Qu'elle avait fait des doubles gardes à l'hôpital. Qu'elle avait sacrifié sa jeunesse pour que j'aie une enfance. Elle a dit, Julien, mon chéri, est-ce qu'on peut s'il te plaît juste parler de tout ça comme une famille? Sophie a pris la parole en premier, de manière professionnelle et calme. Elle a dit, Madame Dubois. Merci d'être venue. Je suis maître Sophie Leroy. Je représente Julien pour toutes les affaires liées à sa propriété au bord du lac. Je veux m'assurer que nous comprenons tous clairement la situation avant d'entamer la moindre discussion. Elle a ouvert le classeur. En août de l'année dernière, quelqu'un a contacté l'assureur habitation de Julien, s'est fait passer pour son épouse et a ajouté votre nom sur son contrat. Julien n'a pas autorisé cela. La compagnie d'assurance a ouvert une enquête pour fraude. Le visage de ma mère n'a pas changé, mais ses mains, qui étaient croisées sur la table, se sont crispées. Sophie a continué. En octobre, Julien a reçu un document intitulé Protocole d'accord verbal affirmant que vous lui aviez prêté 35 000 euros. En 2019 pour l'achat de la maison du lac. Ce document est inexact. Elle a sorti les preuves de chèques et les relevés bancaires. Julien a reçu un prêt de 35 000 euros en 2019 pour l'achat d'un véhicule utilitaire. Ce prêt a été intégralement remboursé en mars 2021. Voici les registres. Elle a sorti les impressions des textos. Voici des SMS entre Julien et Madame Dubois de 2019. Dans lesquels le prêt est explicitement décrit comme étant pour la camionnette de Julien. Elle a sorti la retranscription. Et voici la retranscription d'un appel téléphonique enregistré en janvier de cette année, dans lequel Madame Dubois confirme avec ses propres mots que le prêt était pour la camionnette et avait été intégralement remboursé. La pièce était d'un silence de mort. Ma mère fixait la table, ni moi, ni Sophie. Camille regardait ma mère. Son expression était passée de la confiance à quelque chose que je ne peux décrire que comme un recalcul mental, comme si elle refaisait les calculs dans sa tête. Et que les chiffres ne donnaient pas le résultat escompté. Thibaut fixait le classeur de Sophie comme si c'était une grenade dégoupillée. Sophie a laissé le silence s'installer un instant. Puis elle a dit, je vais être très claire. Ce faux document, s'il était présenté dans le cadre d'une procédure judiciaire, constituerait un faux et un usage de faux, ce qui relève du pénal. La manipulation de la police d'assurance fait déjà l'objet d'une enquête et pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Julien a été patient et mesuré tout au long de cette procédure, mais ce cabinet est prêt à utiliser tous les recours légaux disponibles si nécessaire. Puis elle s'est tue et m'a regardé. C'était mon signal. Je me suis penchée en avant. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. J'ai dit, maman, je suis au courant pour le document. Je sais que la cousine de Thibaut a aidé à le rédiger. Je sais que Thibaut t'a expliqué comment appeler l'assurance. Je sais que Camille a amené un entrepreneur chez moi pour commencer à planifier des travaux pour une propriété qui n'appartient à aucun de vous. Thibaut a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Pas agressivement, juste assez. Je n'ai pas fini. Il s'est tu. J'ai repris, j'ai retapé cette maison de mes propres mains. Je l'ai payée avec mon propre argent. Je ne vous dois rien pour ça. Et le fait que vous ayez agi dans mon dos pour créer de faux documents et commettre une fraude à l'assurance pour essayer de me la prendre est quelque chose que je suis encore en train de digérer, honnêtement. J'ai regardé ma mère. Des larmes coulaient sur son visage, des larmes silencieuses, pas le genre théâtral qu'elle sortait d'habitude. Celle-ci était vraie. Je pouvais le dire parce qu'elle ne
Regardait personne pour s'assurer qu'on les remarquait. J'ai dit, je ne veux pas porter plainte. Je ne veux pas aller au tribunal, mais j'ai besoin de quelque chose de votre part, et ce n'est pas négociable. Sophie a fait glisser un seul document de l'autre côté de la table. C'était une déclaration écrite, préparée par le cabinet de Sophie, stipulant que Sylvie Dubois n'avait aucun droit de propriété, aucun droit d'indivision, aucune réclamation légale, financière ou de quelque nature que ce soit sur ma propriété. Elle reconnaissait que le prêt de 2019 concernait un véhicule et avait été remboursé en totalité. Elle reconnaissait que le protocole d'accord verbal était inexact et nul et non avenu. Sophie a précisé, si Madame Dubois signe ce document aujourd'hui, Julien s'engage à ne pas engager de poursuites pénales liées à la fraude à l'assurance. Il ne déposera pas non plus de plainte auprès de l'ordre contre l'assistante juridique qui a rédigé le faux protocole. Ma mère fixait le document. Elle ne l'a pas pris. Camille, qui était restée silencieuse tout ce temps, a fini par parler. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé ma mère et ce qu'elle a dit m'a surpris. Tu m'avais dit que tu avais un vrai accord avec lui. Ma mère n'a pas répondu. Maman, tu m'as dit qu'il y avait un vrai document. Tu m'as dit que Julien avait promis. Ma mère ne répondait toujours pas. Ses mains tremblaient légèrement. Camille s'est levée. Sa chaise a raclé le sol. Elle a regardé Thibaut et quoi qu'elle ait vu sur son visage, le sien est devenu de glace. Elle a dit, tu savais. Vous saviez tous les deux que c'était faux et vous m'avez entraîné là-dedans. Thibaut a dit, Camille, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas compliqué du tout, Thibaut. Elle s'est tournée vers moi. Pour la première fois depuis peut-être 10 ans, ma sœur m'a regardé sans jouer la comédie. Pas d'expression répétée, pas de calcul. Juste une personne debout dans une pièce réalisant qu'elle avait été manipulée. Elle a dit, je ne savais pas que c'était un faux, Julien. Je l'ai cru. Parti. Camille est capable de beaucoup de choses, mais l'expression sur son visage quand elle s'est retournée contre notre mère était trop brute pour être feinte. On lui avait raconté une histoire et elle l'avait cru parce qu'il était plus facile d'y croire que de se poser des questions. Ma mère a finalement levé les yeux. Elle a dit, je voulais juste garder la famille unie. J'ai répondu. Non, maman. Tu voulais garder le contrôle. Elle a tressailli. Elle a vraiment tressailli, comme si les mots avaient un poids physique. Personne n'a parlé pendant environ 10 secondes. Puis Sophie a tapoté doucement le document. Et a dit, Madame Dubois, je vous recommanderais de faire examiner ceci par votre propre avocat avant de signer, mais je vous conseillerais également de ne pas trop attendre. L'enquête de l'assurance suivra son propre cours, indépendamment de ce qui se passe dans cette pièce. Ma mère a pris le stylo que Sophie avait posé à côté du document. Elle l'a signé. Aucune négociation, aucune contre-offre, aucun discours final sur les sacrifices et la loyauté familiale. Elle a juste signé, posé le stylo et fixé le papier comme si elle regardait quelque chose mourir. Et puis il s'est passé quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Ni de la part de Sophie, ni de Camille ou de Thibaut, mais de la compagnie d'assurance. Le téléphone de Sophie a vibré pendant le silence. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé et a dit, Julien, est-ce que je peux vous parler dans le couloir un instant? Nous sommes sortis. Elle m'a montré un email de l'inspecteur des fraudes de l'assurance. Il avait été mis en copie de la mise en demeure que nous avions envoyée, et il nous écrivait pour nous informer que, sur la base de son enquête, la compagnie avait décidé de poursuivre l'affaire de son côté.
Ils déposaient leur propre plainte pour fraude. Contre Sylvie Dubois. Pas un signalement pénal à la police, mais une procédure interne de recouvrement qui irait à leur service juridique et pourrait potentiellement aboutir à une action au civil pour dommages et intérêts, pénalité et recouvrement des frais. Sophie m'a dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. La compagnie d'assurance agit pour son propre compte. Maintenant. Je me suis appuyée contre le mur et j'ai fermé les yeux. Le premier domino était tombé, et celui de derrière basculait déjà. Les semaines qui ont suivi la réunion ont été chaotiques, comme la vraie vie est chaotique. Pas dramatique, pas cinématographique, juste un lent et inconfortable effilochage. Deux choses qui n'avaient tenu ensemble que par le silence et l'obligation depuis trop longtemps. Ma mère m'a appelé 3 jours après avoir signé le document. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle avait l'air fatiguée. Elle a dit: Julien, j'ai reçu une lettre de l'assurance. Ils disent que je leur dois. Peut-être de l'argent. Ils disent que j'ai commis une fraude. J'ai répondu: Tu as commis une fraude, maman. Silence. Puis, je ne le voyais pas comme ça. J'ai dit: Je sais. C'est bien ça le problème. Elle m'a demandé si je pouvais appeler l'assurance et leur dire que c'était un malentendu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je lui ai expliqué que la compagnie gérait ça de son côté et qu'elle avait besoin de prendre son propre avocat, un vrai, pas une assistante juridique copine de Thibaut. Elle a dit: Je n'ai pas les moyens de payer un avocat, Julien. Je lui ai dit que j'étais désolée et je le pensais. J'étais sincèrement désolée qu'on en soit arrivé là. Mais je savais aussi que si j'intervenais pour réparer les conséquences de ces actes, rien ne changerait. Jamais. Elle aurait appris qu'il y avait toujours un filet de sécurité, et la prochaine fois qu'elle voudrait quelque chose qui ne lui appartenait pas, elle trouverait juste un moyen plus créatif de s'en emparer. J'ai quand même fait une chose. J'ai appelé l'oncle Pascal le soir même et je lui ai demandé d'aider ma mère à trouver un avocat qui prenait l'aide juridictionnelle ou qui adaptait ses honoraires. Pascal a dit qu'il s'en occuperait. Il a aussi ajouté: Ta mère m'a appelé en pleurs il y a 1 heure. Elle a peur. J'ai répondu: Bien. Elle devrait. Pascal a fait une pause, puis a dit: Tu gères ça de la bonne façon, gamin. Ton père aurait cédé. Tu n'es pas ton père. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. L'action au civil de l'assurance a avancé. Lentement, comme c'est toujours le cas. L'avocat de ma mère a réussi à négocier la somme à la baisse de façon significative. Au final, elle a dû rembourser les primes que la compagnie avait couvertes pendant la période où elle était inscrite frauduleusement, plus une pénalité et les frais d'enquête. Le total s'est élevé à un peu plus de 7 000 €. Pas de quoi ruiner une vie, mais assez pour faire mal. Assez pour être réel. Elle l'a payé sur 6 mois. Je le sais. Parce que l'oncle Pascal me l'a dit. Je n'ai pas posé la question. Camille et moi ne nous sommes pas parlé pendant presque 2 mois après la réunion. Quand elle a finalement appelé, c'était tard un dimanche soir. J'étais à la maison du lac, en train de lire. Margot dormait déjà. J'ai vu le nom de Camille sur mon téléphone et j'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a dit que cet appel allait être différent. Et ce fut le cas. Elle a dit: J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu écoutes. J'ai dit: D'accord. Elle a dit: Thibaut et moi, on va mal. On va mal depuis un moment, mais toute cette histoire a fait exploser le truc. J'ai découvert après la réunion chez l'avocate que Thibaut parlait de ta maison avec maman depuis plus d'1 an. C'est lui qui a suggéré le protocole. C'est lui qui a mis maman en contact avec
Sa cousine. Il m'a dit que c'était tout à fait légal. Il m'a dit qu'il y avait un vrai accord et que tu faisais juste des difficultés. Elle a pris une inspiration. Je pouvais l'entendre trembler. J'aurais dû te poser la question. Directement. J'aurais dû décrocher le téléphone et dire Julien, est-ce que c'est vrai? Mais je ne l'ai pas fait parce que c'était plus facile de croire. Maman et Thibaut que de croire que je me faisais mentir par mon propre mari. Et je m'en excuse. Je suis resté silencieux pendant un moment. Le lac était complètement immobile par la fenêtre. Pas de vent, pas de vagues, juste un miroir de verre. J'ai dit, j'apprécie que tu me dises ça. Elle a dit, je ne te demande pas de me pardonner. J'ai répondu, je sais, mais je t'entends. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un moment de film où la musique monte et le frère et la sœur se tombent dans les bras. C'était deux adultes reconnaissant ce qui s'était passé sans faire semblant que tout allait bien. Ça m'a semblé plus honnête que tout ce que nous avions partagé depuis des années. Maintenant, voici ce qu'il en est de l'histoire de Thibaut. Camille l'a confronté après le rendez-vous chez l'avocate, et quelle qu'ait été la nature de cette conversation, ça n'a pas dû être beau à voir. D'après ce que j'ai pu reconstituer, Thibaut avait été l'architecte de toute la machination. Il avait convaincu ma mère qu'elle avait un droit moral légitime sur la maison. Il l'avait guidée pour l'appel à l'assurance. Il s'était arrangé avec sa cousine pour rédiger le document, et rien de tout cela ne concernait Chloé ou l'héritage familial. Thibaut avait des problèmes financiers depuis 2 ans et voyait ma propriété comme un atout futur sur lequel il pourrait s'appuyer. Il savait que si ma mère pouvait établir ne serait-ce qu'un droit partiel sur l'indivision, cela pourrait éventuellement être utilisé comme garantie bancaire ou forcer une vente sous la pression. Toute l'affaire était son pari sur le long terme. Camille a demandé la séparation en avril. Leur divorce a été officiellement prononcé à l'automne. Je ne m'en suis pas réjouie. Le divorce est une chose affreuse, surtout quand des enfants sont impliqués. Mais je n'allais pas faire semblant que Thibaut ne l'avait pas mérité. Sa cousine, l'assistante juridique, a discrètement démissionné de son cabinet quand l'histoire s'est ébruitée. Sophie a dit qu'elle n'aurait probablement pas à faire face à des conséquences formelles de l'ordre puisque le document n'avait jamais été déposé, mais sa réputation a pris un coup. Parfois, ça suffit. Quant à ma mère et moi, on est dans une situation étrange. Honnête, mais étrange. Elle est venue à la maison du lac une fois, environ 4 mois après que tout se soit tassé. Je l'ai invitée. Juste elle. On s'est assis sur la terrasse et elle a été silencieuse pendant un long moment, ce qui est inhabituel pour ma mère. Puis elle a dit, je ne sais pas à partir de quand j'ai commencé à penser qu'on me devait des choses. Je n'avais pas de réponse à ça. Je ne crois pas qu'elle en attendait une. Elle a dit qu'elle avait commencé à voir un psy, chose que l'oncle Pascal lui suggérait. Apparemment depuis des années. Je lui ai dit que j'en étais content. Et je le pensais. Nous ne sommes pas proches. Je ne l'appelle pas toutes les semaines. Elle ne vient pas régulièrement à la maison du lac. Mais quand on se parle, c'est différent, plus calme, moins surjoué. Elle apprend lentement qu'elle peut avoir une relation avec moi qui ne soit pas basée sur la culpabilité et l'obligation. Qu'elle s'y tienne ou non, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Mais la porte est ouverte, et je le lui ai dit. Je parle plus à Camille maintenant que je ne le faisais avant tout ça, ce qui, je sais, peut paraître contradictoire, mais il y a quelque chose dans le fait d'avoir exposé et réglé la pire version de notre dynamique familiale qui a en fait laissé place à quelque chose de plus vrai. Elle élève Chloé et son plus jeune fils en grande partie toute seule maintenant,
Et elle est assez forte pour y arriver. Thibaut. A les enfants un week-end sur 2. Camille m'a dit que Chloé avait posé des questions sur la maison du lac récemment. Pas pour en hériter. Elle a demandé si elle pouvait venir nous voir cet été et se baigner. J'ai répondu, bien sûr. L'oncle Pascal vient à la maison presque tous les week-ends maintenant. Il apporte son matériel de pêche, ses blagues nulles et un pack de Kronenbourg. Promo. Il s'assoit sur le ponton pendant des heures, ne pêche absolument rien et a l'air d'en être parfaitement ravi. C'est la famille que j'ai eu la chance de choisir, même si techniquement je ne l'ai pas choisi. Il a juste débarqué et n'est jamais reparti. Margot et moi, on va bien. Mieux que bien. Elle a emménagé avec moi dans la maison en mai, et pour la première fois, ça ressemble vraiment à un foyer et plus à un champ de bataille. Elle a accroché des rideaux dans la cuisine, planté des herbes aromatiques près de la porte de derrière et mis une petite plaque sur la terrasse qui dit « Les Dubois ». Je lui ai dit que mon nom n'était plus Dubois pour tout ce qui comptait vraiment. Elle m'a répondu. Si, ça l'est. Tu es juste le bon côté de la famille. Je suis assis sur cette terrasse en ce moment même, en train de taper ceci. Le lac fait ce truc où le coucher de soleil rend toute sa surface orange. Margot est à l'intérieur en train de préparer le repas. La camionnette de Pascal est dans l'allée parce qu'il a oublié sa glacière ici hier et a juré qu'il passerait la prendre aujourd'hui, mais je le vois par la fenêtre, déjà assis à la table de la cuisine, en train de tenir la jambe à Margot. Ce n'est pas la fin que j'aurais écrite pour moi-même. C'est plus désordonné que ça. Il y a encore des choses qui font mal quand j'y pense trop longtemps. Ma mère qui manipule mon assurance. Ma sœur qui annonce que ma maison irait à sa fille comme si j'étais déjà mort. Thibaut assis à cette table de Noël avec son sourire suffisant, sachant exactement ce qu'il avait déclenché. Mais voici ce que je sais maintenant. La maison n'a jamais vraiment été le cœur du problème. La maison, c'était juste là. Chose qu'ils pouvaient voir, toucher et désirer. Ce qu'ils essayaient vraiment de me prendre, c'était ma capacité à dire non. Et quand j'ai fini par le dire, de manière claire, calme et avec des preuves à l'appui, tout s'est effondré. Pas parce que j'étais plus intelligent, plus fort ou meilleur, mais parce qu'il est vraiment difficile de contester la vérité quand quelqu'un la met par écrit. Si vous êtes dans une situation comme celle-ci, voici mon seul conseil. Documentez tout. N'en parlez à personne jusqu'à ce que vous soyez prêt. Et quand vous agissez enfin, faites-le d'un seul coup. Faites-le bien. Et ne vous excusez jamais de protéger ce qui est à vous. La maison du lac est à moi. Elle l'a toujours été, et maintenant, tout le monde le sait.